tout indique que s'il peut reprendre la campagne dans une semaine, il va apparaître comme un héros américain. Et je dirais que le peuple américain aime les gens qui sont confrontés à des dangers et qui surmontent les dangers. Guy Millière, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Pour vous, c'est encore hier soir, samedi soir, puisque nous vous parlons de Las Vegas où vous résidez. Alors Guy, ce matin, bien entendu, beaucoup de gens sont préoccupés par l'état de santé du président américain Donald Trump et par les répercussions de sa maladie, de sa contamination sur sa campagne électorale et sur les élections du mois prochain, dans un mois presque jour pour jour. Alors, tout d'abord, Guy, est-ce que vous avez des éléments nouveau à nous apporter sur la contamination du président Trump? Comment se porte-t-il apparemment ce matin en Israël, hier soir à Las Vegas? Bien, je dirais que le médecin du président a dit que les nouvelles étaient très bonnes. Il a dit que Donald Trump n'avait aucune comorbidité, qu'il avait une très grande robustesse, et il a dit qu'il était prudemment optimiste il y a quelques heures maintenant. Et donc il y a toutes les raisons d'être optimiste. Et des gens qui ont parlé avec Donald Trump dans la journée ont dit qu'il était impatient de reprendre la campagne. Ce que l'on peut dire par rapport à cela, c'est qu'il va peut-être interrompre sa campagne pendant une semaine, mais tout indique que s'il peut reprendre la campagne dans une semaine, il va apparaître comme un héros américain. Et je dirais que le peuple américain aime les gens qui sont confrontés à des dangers et qui surmontent les dangers. Et je dirais que cela se voit déjà dans les sondages. Les sondages montent en sa faveur et même les sondeurs sont surpris de voir ça. Alors, je voudrais peut-être dissocier ma question en deux. D'abord, le fait que si Donald Trump s'en sort sans apparemment de séquelles, si très rapidement il revient sur le devant de la scène, il retourne à la Maison Blanche, est-ce qu'il pourra dire à nouveau que ce n'est rien d'autre qu'une petite grippe, ou comment va-t-il aborder son rapport avec cette maladie? Est-ce que d'une certaine manière il a un moyen de retomber sur ses pieds en disant bien, vous voyez, même moi qui ai 75 ans, bien, je ne suis pas, j'ai été atteint, mais finalement, je n'ai été atteint que très brièvement et pas de manière forte et dangereuse. Il n'a jamais sous-estimé l'expression grippette. C'est pas une expression qu'il a employée. Il a dit que les États-Unis vaincraient, qu'il ne fallait pas avoir peur de la maladie. Et je dirais qu'il a incarné l'esprit américain. Il y a eu vraiment une division entre ce qu'incarnait Donald Trump, le discours qu'il tenait, qui était un discours résolument optimiste, et le discours que tenaient les démocrates, qui était un discours de prudence, disant il faut tout fermer, il faut garder tout fermé aussi longtemps que possible, jusqu'à ce que le virus soit totalement vaincu. Et il y a vraiment un clivage aux États-Unis actuellement entre les gens qui sont démocrates et les gens républicains. Ça se voit partout, dans les commerces, dans les restaurants. On identifie immédiatement un démocrate, on voit qu'un démocrate est quelqu'un qui a peur. Et Donald Trump n'incarne pas du tout cette Amérique-là. Et je dirais que s'il revient sur le devant de la scène, comme je pense que ce sera le cas, cela va au contraire le booster et lui donner une impulsion. Et je pense que ça va être un élément très positif pour qu'il gagne l'élection. Même s'il faut le rappeler, il y a plus de 200 000 morts aux États-Unis du virus. Oui, mais même là, je dirais qu'il faut regarder les choses de près. Je dirais que quand on aura les moyens de regarder les choses d'un peu plus loin, on verra qu'il y a des gens qui sont morts du coronavirus et des gens qui sont morts avec le coronavirus. Et je dirais qu'il y a des décisions un peu perverses à mes yeux qui ont été prises par le Center for Disease Control, qui a donné une prime aux hôpitaux et aux médecins d'hôpitaux qui déclaraient que quelqu'un était mort du coronavirus. Donc du coup, on sait qu'il y a des gens qui ne sont pas morts directement du coronavirus, mais qui ont été indiqués par les hôpitaux comme étant morts du coronavirus. Donc je dirais que même dans les statistiques du Center for Disease Control, on voit qu'il y a sans doute beaucoup moins de morts du coronavirus que le chiffre de 200 000 qu'on avance beaucoup. Et c'est quelque chose qui se dit dans d'autres pays, dans des pays européens, où on a procédé au même type de calcul d'ailleurs.
Alors, vous dites, Guy, que ça va booster Donald Trump, ça va le permettre de ressortir grandi de cette confrontation directe avec le virus. Vous avez le sentiment dans la population, vous qui voyez les habitants américains, les résidents américains, comment ils ont réagi à cette annonce de la contamination de Donald Trump? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une sorte de mobilisation nationale, et que l'on met même de côté peut-être certains différents politiques pour souhaiter un prompt rétablissement au président américain, ou la division elle est très, très présente? Non, la division reste très présente, mais je dirais qu'il y a un très très fort élan d'enthousiasme, même d'affection vis-à-vis de Donald Trump qui est en train de se renforcer en ce moment. Partout dans le pays, vous avez des groupes qui se rassemblent pour affirmer leur soutien à Donald Trump. Ce soir, il y a des groupes qui avaient organisé une soirée de prière pour Donald Trump. Non, il y a un enthousiasme très très fort qu'on ne rencontre pas de l'autre côté. Mais du côté il y a personne qui dit toujours une haine. Oui, il y a personne qui dit il l'a bien cherché. Si, du côté démocrate, c'est ce que l'on va dire. Il y a même les politiciens démocrates ne vont pas jusque-là. Ils disent effectivement ce que vous dites, c'est-à-dire il l'a bien cherché, il a été imprudent. Et il y en a même, il y a même des démocrates qui disent on espère qu'il va mourir. Ça va jusque-là. Donc il y a une haine qui existe du côté démocrate. Il y a toujours un clivage à l'intérieur du pays. Mais quand on vit aux États-Unis, et je me suis rendu dans une dizaine d'États au cours des derniers jours, je n'ai pas peur de me déplacer, même s'il y a le coronavirus. Je dirais que partout on rencontre un enthousiasme très fort et très visible pour Donald Trump. On rencontre aucun enthousiasme pour Joe Biden. Je dirais que les gens votent pour Donald Trump ou contre Donald Trump s'ils le détestent, mais on rencontre aucun enthousiasme pour Joe Biden. En tout cas. Alors, si vous étiez le proche conseiller de Donald Trump et que Donald Trump se rétablit très rapidement, il sort de cette contamination, comment vous agiriez pour la dernière ligne droite de cette campagne électorale? Je reprendrai les réunions publiques comme celle qu'il a tenues. Je suis allé à 2 de ces réunions publiques aux États-Unis et je dirais qu'il y a un enthousiasme très net et je pense qu'il y aura encore plus d'enthousiasme. Il apparaîtra vraiment comme héroïque. Et d'ailleurs, du côté républicain, ce que les gens disent, c'est il se bat pour nous. Il affronte le danger pour nous et je dirais que on voit tout ce qu'il a accompli pour les États-Unis et pour le monde. Du côté républicain, personne n'oublie qu'il est en train de faire la paix au Proche-Orient. Ce qui s'est passé le 15 septembre à la Maison-Blanche avec Benjamin Netanyahou, avec les dirigeants du Bahreïn et des Émirats Arabes Unis, c'est quelque chose qui est dans l'esprit des gens. Personne ne pensait qu'il pourrait faire avancer la paix dans la région. Et actuellement, il y a des pourparlers entre Israël et le Liban qui sont obtenus grâce à lui. Donc, sur tous les plans, même l'économie américaine, on n'en parle pas assez. C'est ça, parce que on parle souvent ces derniers mois de la diplomatie américaine qui a quelques succès à mettre à son compte, mais au niveau de intérieur, social, économique, comment on se situe et quelle est la situation? Est-ce qu'elle est favorable à Trump? Oui, elle est favorable à Trump. Je dirais que concrètement, il a fermé l'économie américaine comme ça s'est produit dans d'autres pays, mais il a dit qu'il y aurait une reprise en V, c'est-à-dire qu'après être descendu, ça allait remonter très vite. Et c'est ce qui est en train de se passer. Le chômage est retombé en dessous de la barre des 8%. Le dernier chiffre est à 7,9 ou 7,8%, ce qui est remarquable par rapport à la dépression qu'il y a eu. Et s'il n'y avait pas des États démocrates qui étaient encore fermés actuellement, je dirais qu'on serait plus autour de 5-6% d'ores et déjà. Et le taux de croissance en rythme annuel pour ce trimestre, le 3e trimestre de l'année, devrait être, c'est ce qu'a dit le Federal Reserve Board d'Atlanta, et ils ont tous les éléments de calcul, se situant à 32% en rythme annuel. Ce qui est absolument remarquable. Vous nous dites que les sondages, depuis l'annonce de la contamination de Donald Trump, sont plus favorables ?
Oui, ils sont favorables. Et puis de toute façon, ce qu'il faut voir dans les sondages, c'est la façon dont ils sont faits. Oui. Et puis ne pas raisonner à l'échelle nationale, parce que aux États-Unis, il n'y a pas une seule circonscription. Oui. Il y a 50 circonscriptions, et donc il y a des États qui sont des swing states. Et pour le moment, je dirais qu'il est très très bien parti pour être réélu. Et je dirais que s'il surmonte la maladie, je dirais que je lui donne 99 chances sur 100 d'être réélu. Je laisse une chance sur 100 à Joe Biden, mais je n'en donne pas davantage. Alors, je voudrais aussi avoir votre appréciation sur ce qui se passe. Je suppose que, en tant qu'ami d'Israël, vous suivez aussi ce qui se passe ici en Israël, parce que souvent on a tendance à comparer Donald Trump et Benjamin Netanyahou. C'est un peu le même genre de leadership, même si parfois, on va dire, celui de Donald Trump est un petit peu plus, on va dire, particulier ou pittoresque que celui du président. Flamboyant. Voilà, du premier ministre israélien. Mais là, il faut bien avouer qu'on est dans une impasse au niveau de ce qui se passe tant sur le plan sanitaire que même sur le plan de la constitution, de la politique israélienne. On le voit ici, le gouvernement ne parvient pas à maîtriser le virus. Il y a des manifestations. Il y en a eu hier soir à Jérusalem, à Tel Aviv, dans un peu plus de 300 points à travers le pays. Il y a une véritable protestation. Alors certains diront qu'elle n'est peut-être pas tout à fait populaire, mais elle est claire, elle est massive. Il y a des dizaines de milliers de gens dans les rues. Quel regard vous portez sur la gestion de Benjamin Netanyahou actuellement depuis quelques mois, depuis que le gouvernement d'union nationale a été formé, on va dire aux alentours du mois de juin, face à la crise et face à la situation politique? Je dois dire que j'ai profondément regretté qu'il ne soit pas possible de former un gouvernement de coalition de droite solide autour de Benjamin Netanyahou. Je pense que toute sa gestion depuis une dizaine d'années en Israël a été remarquable sur tous les plans. Je dirais qu'il a fait de l'économie israélienne ce qu'elle est aujourd'hui. C'est quand même une économie solide. Si l'on regarde la gestion du coronavirus, c'est une maladie qui était inconnue il y a 7-8 mois encore et qu'on découvre. Et donc, je pense que si il a été décidé de refermer le pays, c'est qu'il y avait de bonnes raisons de le fermer. Mais si l'on regarde les chiffres en termes de morts par million d'habitants, toute mort est terrible. Mais Israël est un pays qui s'en sort beaucoup mieux que d'autres pays. Et je dois dire que, à mes yeux, ces manifestations qui ont lieu, je les identifie un peu aux manifestations de la gauche et de l'extrême gauche qu'il peut y avoir aux États-Unis. Et je pense que la meilleure façon dans une démocratie de gagner, c'est de passer par les urnes, c'est pas de faire des manifestations sans arrêt dans les rues. La situation est difficile. Je pense que beaucoup d'Israéliens devraient plutôt savoir gré à Benjamin Netanyahou d'avoir apporté beaucoup de choses à son pays, plutôt que de participer à des manifestations qui, à mes yeux, ne sont pas des gestes profondément démocratiques. Il faudra peut-être repasser par les urnes, et j'espère que si, hélas, Israël doit repasser par les urnes, il y aura la possibilité de former une majorité solide, ce qui n'a pas encore été le cas jusqu'à présent. Je pense qu'Israël a besoin d'un gouvernement solide, ferme, déterminé, qui va de l'avant. Je dirais qu'il y a des opportunités, surtout si Trump est réélu, pour qu'une paix régionale se fasse. Et je dirais que si on regarde bien les projets de Donald Trump, le plan de Donald Trump, c'est un projet de paix régionale avec asphyxie de l'Iran, sans création d'un État palestinien et avec une Judée-Samarie qui reviendra à Israël. Et je dirais qu'il y a une synergie entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump qui est remarquable. Ce sont deux hommes pour qui j'ai beaucoup d'estime et d'admiration. Eh bien, Guy Millière, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, ici à Jérusalem. Merci de nous avoir donné un peu le pouls de la société américaine après cette annonce donc de la contamination de Donald Trump et, dirons-nous, apparemment un espoir de guérison, de rétablissement rapide. Merci d'avoir été avec nous. Bonne chance et à bientôt. Merci infiniment, Daniel. Bonne journée. Au revoir.